Bonsoir et bienvenue sur Conte Fécond. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format d'interview uniquement basé sur l'audio. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de témoigner à visage découvert et donc c'est plus commode pour eux de le faire du coup en audio. Et pour nous, en vrai, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, du coup, si vous voulez témoigner, ça se passe à la fin de la vidéo. Et là, on commence avec Enola, qui a vécu une histoire digne de Fast and Furious. Bon, après, sans Vin Diesel et sans explosion, elle a eu la peur de sa vie clairement ce jour-là. Bonjour, c'est Enola, j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis animatrice, mais aussi médiatrice culturelle. Aujourd'hui, Enola va bien, elle habite à Cambrai et elle est passionnée par les arts du spectacle. Mais en tout cas, ce qu'elle a vécu ce jour-là était bel et bien réel. Nous sommes au mois d'octobre 2021. Bon, à ce moment-là, c'est encore le couvre-feu à cause du Covid. Et Enola et son copain sont invités à aller chez la mère de celle-ci. Donc pour vous situer un petit peu, elle habite à Manières, un village pas très loin de chez eux. Et eux, ils habitent à Fléquières. Et pour y aller, ils doivent traverser deux autres villages en voiture. Ribecourt-la-Tour, puis Marcoing. Ça c'est pour le topo. Ensuite, précision importante quand même pour la suite, Enola et son copain roulent dans un utilitaire. Donc ils n'ont pas de rétro central, ils ne peuvent pas voir aussi bien ce qu'il y a derrière eux. Bon bref, ils vont sur place. Et là, la journée chez la mère d'Enola se passe bien. Là, ils vont partir, il est 23h15 et en fait, Enola et son copain débordent un petit peu du couvre-feu, mais tant pis. Donc on part à 23h15 et pour repartir, du coup, on utilise les petits chemins de campagne. Pour éviter de se faire contrôler éventuellement par peut-être des flics qui avaient un quota à remplir, on ne sait pas. Et donc ils passent par un chemin qui s'appelle le chemin de Calvaire. Et comme vous allez le voir, ce chemin porte bien son nom. Voilà un petit peu le décor. Par contre, il faut imaginer que c'était de nuit. Et donc, cette route qu'ils empruntent est assez peu pratiquée et est plutôt utilisée par les routiers, les personnes travaillant dans les champs, Et donc, eux, quand ils s'engagent sur le chemin, il y a une ferme sur leur gauche avec une plateforme routière permettant aux agriculteurs de poser leurs machines. Et là, sur cette plateforme, sur ce parking, Enola voit un utilitaire blanc et qui est en train de pratiquer un demi-tour. Puis un peu plus loin dans le chemin, il y a une autre Fiat Ducato blanche exactement identique, en train d'attendre. Tout neuf, pas de rayures, bien blanc, bien propre. Donc avec mon compagnon, on se dit, on les laisse faire leur manœuvre. Sûrement qu'il a dû se planter de route, celui qui est en train de faire sa manœuvre, et puis comme ça, il va pouvoir rejoindre son pote, et puis c'est tout. À ce moment-là, Enola et son copain, dans leur petite voiture, sont un peu pris en sandwich. C'est-à-dire qu'il y a une camionnette devant eux, et puis il y en a une sur le côté. Et celle sur le côté, ils attendent qu'elle fasse demi-tour, parce qu'ils se disent qu'elle a dû se gourer et que elle va rejoindre l'autre. Mais elle a l'air vraiment de galérer à faire son demi-tour. Étant donné qu'on est en train d'enfreindre le couvre-feu et qu'on se met déjà suffisamment comme ça en péril, mon compagnon il décide que c'est tout. Il rejoindra son pote après, et puis nous, on se engage dans le chemin. Et très vite, en arrivant à la hauteur du Fiat Ducato, du coup, qui attend dans le chemin, on voit que celui-là, il avance pas. Celle-ci ne se laisse pas faire et elle se met à démarrer aussi, comme si elle voulait pas être dépassée. Et là, à ce moment-là, ils regardent dans leur rétro extérieur et ils se rendent compte que la voiture, là, qui était en train de galérer derrière eux sur le côté, elle est en train de les coller maintenant. Et donc là, ils sont littéralement, comme je vous l'ai dit avant, pris en tenaille ou en sandwich. Bon, à ce moment-là, ils se disent, non, mais ça va, il n'y a pas de problème. C'est juste que l'autre voiture, elle a vraiment réussi à démarrer et qu'elle veut pas perdre de vue l'autre qui est devant, vous voyez. Enola remarque aussi que la plaque d'immatriculation vient d'un pays de l'Est. Dans l'histoire, Enola trouve étrange que ces deux camionnettes / fourgons immatriculés dans un pays de l'Est, à cette heure-ci de la nuit, après un couvre-feu, soient paumés comme ça en pleine campagne. En même temps qu'elle se pose ces questions, du coup, son copain essaye de dépasser la première voiture qui est devant eux, mais il peut pas parce que le chemin est trop étroit et il est donc vraiment coincé. Et s'ils freinent, la voiture derrière eux va leur rentrer dedans, tellement elle les colle. On est littéralement pris en sandwich, et c'est là, en fait, où on se regarde et on comprend qu'il y a un truc qui va pas. Et puis il y a un moment où Enola n'arrête pas de regarder derrière elle, tandis que le copain, lui, regarde devant lui. Ils ne se parlent pas, mais il y a un sentiment clairement de malaise. Et puis au bout d'un moment, ils finissent par réussir à sortir par un chemin sur la droite, quelque chose qui fourche, parce que sinon ça donne sur une impasse. Et puis ensuite, ils doivent tourner à gauche s'ils veulent aller à Ribecourt. Mais le problème, c'est que les deux fourgons, qu'ils les prennent en sandwich, font exactement la même chose. À ce moment-là, pris d'une intuition, le copain d'Enola ne tourne pas à gauche, comme il est censé le faire, mais il choisit de continuer tout droit. Bon, c'est un autre chemin possible, mais qui fait pas passer par le village. En tout cas, le véhicule derrière eux continue de les suivre et de les coller, au lieu de suivre le fourgon qui est allé sur la gauche. C'est à ce moment-là où on commence vraiment à avoir peur. On se regarde, je lui dis, un peu paniqué, et je sais pas du tout comment ces mots sont sortis de ma bouche, et je l'ai regardé, j'ai dit, il faut qu'on les sème.
Et tout de suite, on a compris qu'il y avait un mauvais truc qui se passait, qu'il y avait un truc bizarre. Il continue alors tout droit et au prochain rond-point, le copain d'Enola a une idée. Il met alors le clignotant à droite, comme s'il allait donc du coup tourner sur la prochaine à droite, mais petit malin, il tourne à gauche. Et là, la voiture derrière eux, eh bien du coup, se laisse embobiner et elle tourne à droite. Et là, ils se disent bingo, on les a semés. Mais en vrai, alors qu'Enola et son copain pensent être sortis d'affaires, ils voient arriver à toute vitesse le deuxième fourgon, celui, vous savez, qui était passé par l'autre chemin. Là, c'est comme s'il avait rebroussé chemin et qu'il les avait rattrapés. Il arrive à toute birzing, comme on pourrait dire, et nous, on tourne du coup à droite pour pouvoir aller chez nous. Et là, il arrive et il nous colle. Il nous colle. Et là, on comprend tous les deux qu'on a intérêt à rouler très vite. Parce que si on roule pas très vite maintenant, on roulera plus jamais notre vie. Et en effet, il roule très très vite, d'ailleurs beaucoup trop vite pour une ville de campagne. Et là, le véhicule se rapproche et les colle. Le copain d'Enola accélère, mais la voiture derrière eux en fait de même. Et alors, il les poursuit. Autant vous dire qu'à ce moment-là, les deux loulous, ils commencent à avoir vraiment très très peur. Et en regardant dans le rétro, Enola distingue deux silhouettes à l'avant du véhicule. Elles sont toutes noires, cagoulées. On arrive à peine à distinguer les yeux. Ça sent pas bon, quoi. Après, elle ne sait pas s'il y a d'autres personnes à l'intérieur du fourgon. En tout cas, elle le dit à son compagnon et tous les deux se mettent à paniquer. Elle en vient même à entendre son cœur battre jusqu'à ses oreilles tellement elle flippe. Et puis, évidemment, à cette heure-ci de la nuit, en pleine campagne, avec un couvre-feu, il y a absolument personne sur la route. Sur le coup, eux, ils ne pensent pas appeler la police. En tout cas, en regardant le visage de son copain, Enola voit que lui, il est clairement passé en mode survie. Il fait le tout pour ne pas mourir là. Et à la sortie du village, on commence à accélérer. Et là, je vois vraiment son pied qui appuie sur l'accélérateur. Et là où en temps normal, quand il fait un petit excès de vitesse, je lui aurais dit ralentis. Là, je le regarde, je fais accélère. On commence à accélérer du coup sur un chemin de campagne. On monte 110, 120, 130. Mais encore plus flippant, en regardant derrière eux, ils se rendent compte que le fourgon blanc les suit et il roule aussi vite qu'eux. Les gars sont vraiment vénères là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? C'est là où on comprend qu'on est dans de beaux draps et que, en fait, si on continue pas à accélérer, je pense qu'on est mort. Ils ont peut-être vu quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. À un moment, Enola ouvre la fenêtre tellement elle suffoque à cause de la peur. Elle a les mains moites et tremblantes. Et pendant ces quelques minutes qui semblent durer une éternité, aucun mot n'est échangé. C'est un silence de mort. Heureusement, son copain connaît le terrain et donc du coup, il sait négocier les virages. Et à un moment, il prend un virage très serré et il grille un stop. Là, ils entendent leurs poursuivants derrière eux freiner et avoir les pneus qui se mettent à crisser. Comme il fait nuit noire et que ils ont les pleins phares, logiquement, leur poursuivant peut les suivre à la trace. Et donc le fourgon blanc repart à leur poursuite de plus belle. Enola, en regardant par la fenêtre, se rend compte quand même qu'ils ont pu gagner un peu d'avance par rapport à eux. Et là, ils s'engagent dans le village. De nouveau, ils grillent une autre priorité hyper dangereuse pour essayer de gagner de l'avance. En tout cas, clairement, s'il y avait une autre voiture qui s'engouffrait à ce moment-là, ils l'auraient percuté à leur vitesse, ils seraient probablement morts. Et puis, au bout d'un moment, ils finissent par arriver chez eux. Et avec un peu d'avance par rapport à leurs poursuivants. Toute ma vie, je pense, de cette scène qui est digne d'une scène de film d'action. Un peu, je sais pas, on va dire à la Fast and Furious. Je saute du camion en marche, arrivé au niveau de chez nous. Je cours avec mes clés, j'ouvre le Porsche. On a de la chance d'avoir un Porsche, donc c'est vraiment un grand corps de ferme là où on habite. Et on a un Porsche avec des grandes portes blanches. C'est vraiment des portes de grange finalement. Elle ouvre du coup les portes en grand, son copain s'engouffre dedans. Il ferme les portes et il se barricade tant bien que de mal. Avec des bouts de bois qui vont placer, balancer devant les portes. Et ils attendent. Et là, ce sont les minutes les plus longues de leur vie. Là, Enola chope la main de son copain et tellement qu'elle a peur, elle se met à lui broyer, quoi. Elle contrôle pas sa force. À ce moment-là, elle n'entend plus que son cœur qui bat. Et puis au bout d'un moment, ils entendent le premier fourgon, probablement eux, passer devant chez eux. Mais hyper vite, ils ne s'arrêtent pas. Et quelques secondes après, on a entendu une deuxième voiture qui roulait super vite. Et là, on s'est rendu compte du coup qu'ils venaient de passer devant chez nous. Et que par chance, on a pu rentrer la voiture. Ils nous ont pas retrouvés, ils savent pas où on habite. Une fois cette peur passée et qu'ils savent que les fourgons ne vont pas revenir, Enola rentre dans son salon, elle s'écroule en larmes et elle appelle sa mère pour tout lui raconter. Le lendemain, elle appelle la gendarmerie et elle leur raconte tout, même si elle sait qu'elle était en infraction à cause du couvre-feu et de l'excès de vitesse. Là, les gendarmes écoutent attentivement, mais ils lui disent « Mais madame, pourquoi vous ne nous avez pas appelé la veille quand l'événement a eu lieu ?» Là, du coup, c'est déjà trop tard. Elle dit que, pris dans l'urgence et la sidération, elle n'y a tout simplement pas pensé. Elle était tellement soulagée d'être encore en vie, quoi. La gendarmerie m'a rappelé quelques jours après en disant « Écoutez, on a fait des patrouilles, on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé de personnes correspondant à la description, aucune caméra de surveillance qui aurait pu
les filmer. Elle m'a demandé si je me souvenais des chiffres sur la plaque d'immatriculation. Je lui ai dit que sur le coup, c'est vraiment pas un truc auquel j'ai pensé, quoi. Je pensais juste à m'en sortir et puis à partir très vite de là où j'étais. Et comme si on avait croisé deux fantômes bien cagoulés et qui visiblement n'avaient pas l'air de vouloir boire l'apéro avec nous. Mais ouais, ça a été d'autant plus étrange qu'on n'a pas retrouvé de traces de ces personnes et que ce qu'on a vécu, ça ressemblait vraiment à un cauchemar finalement, un mauvais cauchemar. Pourtant c'était bien réel, quoi. Enola ne saura probablement jamais qui étaient ces personnes cagoulées qui les ont poursuivis à plus de 130 km/h en pleine campagne. Qu'est-ce qu'ils lui voulaient? Est-ce qu'ils voulaient les racketter? Est-ce qu'ils essayaient de savoir quelque chose? Est-ce que c'était juste des rigolos qui ont pris beaucoup de risques pour pas grand-chose? Eh bien en tout cas, elle, après avoir fait ses propres recherches, elle a entendu parler de kidnapping de jeunes personnes pour du trafic d'organes. Et elle se demande si en vrai ce n'était pas ça, parce qu'ils avaient quand même un fourgon, 2 fourgons. En tout cas, quoi qu'il en soit, le trafic d'organes humains est bel et bien un phénomène réel à travers le monde. Alors là, on ne sait pas si c'est le cas, mais c'est quand même une hypothèse. Et il faut savoir que ça concerne beaucoup d'enfants enlevés ou même des touristes qui se réveillent avec un rein en moins. Et d'ailleurs, au point que même le trafic d'organes compte pour 10% des 70 000 reins transplantés chaque année à travers le monde. Vous avez une chance d'avoir le rein de quelqu'un qui n'était pas d'accord. Bon, après, les pays où c'est le plus le cas, c'est quand même la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, les Philippines, l'Égypte, la Moldavie et la Roumanie. Il n'y a pas la France. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Est-ce que vous auriez eu les mêmes comportements? Est-ce que... Voilà, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et sur ce, comme je le disais en intro, si vous avez vécu des histoires hautes en couleurs et flippantes, eh bien, il y a un petit lien en description pour pouvoir venir témoigner. Sachez que vous pouvez le faire à visage couvert, on vous passera un coup de fil, n'est-ce pas, Paming? Tout à fait. Donc voilà, on va vous appeler, donc du coup on enregistrera l'appel, c'est très simple et rapide, et nous, ça nous permet d'avoir, comment dire, de la chair fraîche, quoi, du coup, à disposition. N'hésitez pas à témoigner, quoi. Allez, bonne nuit.